Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau dialogue littéraire du mois de décembre. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à la médiathèque du Relais Quirion. S'y tient jusqu'au 13 décembre une très belle exposition intitulée « Mali, le don du fleuve ». De très belles photographies au format carré et en noir et blanc qui donnent envie de découvrir l'œuvre du photographe. Au programme de cette émission, nous allons partir à la rencontre de deux auteurs, Deon Meyer et Alice Ferney. Enfin, nous retrouverons Nolwenn au rayon jeunesse de la librairie. Elle nous exposera 3 de ses coups de cœur. Nous avons eu le plaisir d'accueillir un grand écrivain venu d'Afrique du Sud. Il s'agit de Deon Meyer. Il est l'auteur de nombreux romans noirs, dont la plupart sont des best-sellers. Il nous présente aujourd'hui L'année du lion, paru aux éditions du Seuil, un roman post-apocalyptique dans lequel il maintient une véritable tension. Nous le retrouvons tout de suite au micro d'Anaïk. Deon Meyer, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la librairie Dialogue. Vous êtes l'auteur de 10 romans policiers, dont Jusqu'au dernier, Les soldats de l'aube, Les mœurs, l'invisible ou encore Cobra. Romans dans lesquels transparaît un attachement profond pour votre pays, l'Afrique du Sud. Votre nouveau livre, L'année du lion, vient de paraître aux éditions du Seuil. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce roman, qui n'est pas, me semble-t-il, tout à fait policier? Qui sont les principaux personnages? Merci beaucoup, c'est un grand honneur. It is really nice to be here, to be in France, and especially for the first time in Brest. The book, I think, in essence, is a coming-of-age story. It is the story of a boy growing up over 4 years under very unusual circumstances. And those circumstances is that it is a world that was devastated by a virus. 95% of the world population has died. And this boy is with his father. His name is Nico Storm. He's with his father, Willem Storm. And his father is a visionary. His father wants to create a new community after this apocalypse. And it is also the story of this new community and how it grows, how it develops, the internal conflicts. But I think mostly it is the story of young Nico growing up, his relationship with his father and becoming a man. Votre roman commence, vous l'avez dit, après une pandémie qui a décimé 95% de la population mondiale. Comment vous est venue l'idée de créer une histoire où l'homme aurait presque tout à reconstruire? Well, I had a very specific story in mind. And this story needed the world to be intact, for roads and buildings to be intact. I needed all the usual systems, law and order, electricity, the internet, everything gone. So I needed a very specific world in which, because I wanted to tell the story of this new community. And for me, it was essential because I wanted to see what a new beginning would look like, especially in South Africa, that is a multicultural society. What would a new beginning look like in such a world where everybody is equal, where there is no inequality? Domingo, le stratège militaire de la communauté, estime que derrière le vernis de l'éducation et des conventions sociales, l'homme reste au fond de lui un loup. Êtes-vous du même avis que ce personnage? Yeah, absolutely. I think there's a lot of truth in that. If you look at our history as mankind, then there is certainly evidence of that. Although the great Steven Pinker, the American author, his last book is called The Better Angels of Our Nature, in which he proves that we are becoming a less violent species. So there's also truth then in what Willem Storm, Nico's father, says. He believes that humanity is good and we can do good things if we are led in the right direction and if we give democracy a chance, then he believes we can overcome this animal instinct. Willem Storm a recueilli les témoignages des habitants d'Amanzi. Et à la question « Qu'est-ce qui vous manque le plus ?», Lisette Schumann répond « Les romans de Romain Puertolas ». Est-ce un clin d'œil à la France, à vos lecteurs français? No, it is. I mean, I didn't intend it to be a special message to France. I know Romain Puertolas. He's such a nice guy. We met in Franschhoek in South Africa, and we bought his books. My wife and I really enjoyed reading them. So this was really a message to Romain that I love his books. J'ai eu la chance de recevoir Alice Ferney, auteure de nombreux romans, parmi lesquels on peut citer L'élégance des veuves et Le règne du vivant.
Elle nous présente aujourd'hui Les Bourgeois, paru aux éditions Actes Sud. Une fresque familiale dans laquelle elle dépeint les événements et les évolutions de tout un siècle. Nous la retrouvons tout de suite à la librairie. Bonsoir Alice Vernet et merci beaucoup pour votre venue à Dialogue. Bonsoir. Vous venez ce soir nous présenter Les Bourgeois, un roman dans lequel vous retracez la trajectoire d'une famille nommée Les Bourgeois sur un siècle. Alors comment est-ce qu'il est né ce roman? Il est né d'un précédent roman que j'avais publié il y a 22 ans qui s'appelait L'élégance des veuves, dans lequel je créais cette famille et cette fratrie de 10 enfants, mais je m'intéressais surtout à la vie des parents. J'ai pensé qu'un jour j'écrirais la suite, l'histoire des 10 enfants. Et puis ensuite, il y a 6 ans, le réalisateur de cinéma Trananoum a voulu faire une adaptation cinématographique de L'élégance des veuves, ce précédent roman. J'ai beaucoup parlé avec lui pour qu'il puisse écrire un scénario et ça, en fait, ça a ranimé cette famille pour moi et du coup, je me suis dit, je vais essayer de le faire. Et donc, vous en parlez d'une manière qui n'est pas chronologique puisque vous faites des bonds dans le passé et des bonds en avant. Comment est-ce qu'il s'est dessiné le plan du roman? Les personnages auxquels je m'intéresse naissent entre 1920 et 1940 et ils vont vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment 100 années, avec quelques petits épisodes même dans la vie de leurs parents qui vont être déterminants. Donc on peut dire que c'est un livre qui va de la guerre de 14 à aujourd'hui. Et en fait l'idée, ce que j'appelle l'idée d'une forme, ça a été cette idée de faire des chapitres qui correspondaient à des dates et de ce fait de segmenter complètement l'énorme espace temporel et de ne sélectionner que des dates qui avaient leur intérêt, soit parce que c'était des dates nationales, soit parce que c'était des dates familiales importantes. J'ai décidé finalement d'avoir une narratrice qui était un peu mon double littéraire. Je ne peux pas dire que c'est moi, parce que ce n'est pas exactement moi, mais c'est oui, vraiment un double littéraire. Donc une femme qui vit aujourd'hui et qui du coup va avoir pour rôle... non pas de raconter sa vie à elle, qui n'a pas du tout d'intérêt dans le livre, mais de faire constamment prendre au lecteur la mesure de l'écoulement du temps et des transformations que le temps opère sur notre regard. Alors dans ce livre, tout comme dans L'élégance des veuves, vous abordez le thème de la transmission. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce thème-là? Ça va vous surprendre, mais jamais, ce mot n'appartient pratiquement pas à mon vocabulaire. Il appartient peut-être à ma pratique, mais alors c'est tellement naturel que je n'y pense pas. Et pour moi, je n'ai pas du tout écrit un livre sur la transmission. Je comprends très bien qu'on le lise comme ça. Mais moi, mon obsession, et en particulier, pour le coup, je trouve qu'elle est à l'œuvre dans ce livre, c'est l'obsession du temps. Je pense que l'époque à laquelle on est configure d'une manière très, très arrêtée la pensée qu'on est capable d'avoir. C'est bien pour ça qu'on parle et qu'on s'émerveille des précurseurs, des gens qui ont des idées en avance sur leur temps, mais il n'y en a pas beaucoup. Je trouve que tout le monde appartient à une époque. Ensuite, une autre chose qui me paraissait très intéressante, c'était que le temps est toujours vécu au présent. Et que ce qui caractérise le présent, c'est l'illisibilité, la confusion, l'incertitude de l'avenir. Moi, je pense que je vis tous les temps en même temps. J'ai une bonne mémoire, donc j'oublie pas le passé. Et le présent s'inscrit dans la suite de cette mémoire. Et ensuite, je décide toujours des choses au présent en les jugeant à l'aune de ce que j'en penserais au moment de ma mort. D'ailleurs, je pense que de toute façon, tous les gens qui écrivent, d'une certaine manière, écrivent pour consigner. Et donc moi, je vis avec le passé en essayant de le garder. Je trouve ça terrible de penser que j'oublie des choses. J'aime pas du tout oublier des choses. Et donc ce livre, c'est aussi une manière de revenir dans le passé de toutes les générations qui étaient avant moi. Nous voici maintenant à la librairie au rayon enfants où nous retrouvons Nolwenn. Bonjour Nolwenn. Bonjour Élise. Alors je crois que tu vas commencer par nous présenter un livre qui s'appelle Sous le même ciel. Oui, exactement. Mon premier coup de cœur, c'est Sous le même ciel de Britta Teckentrup aux éditions Hatier, qui a vraiment un très beau message que même si nous vivons à des endroits différents de la planète, nous vivons tous sous le même ciel, nous contemplons les mêmes étoiles, la même lune, nous jouons au même jeu, nous affrontons tous des tempêtes avec autant de courage. On prend vraiment beaucoup de plaisir à s'attarder sur chaque page, à contempler chaque dessin pour un beau message, celui d'un peuple et d'un monde uni.
Et à quelle tranche d'âge est-il destiné? Pour les enfants à partir de 3 ans. D'accord. Et alors ensuite, tu vas nous présenter Demain entre tes mains? Oui, exactement. Donc un album documentaire, Demain entre tes mains, de Cyril Dion et Pierre Rabhi. Donc ce livre a pour objectif de sensibiliser le jeune public de 8-9 ans à l'écologie. Alors on y trouve des réflexions, des anecdotes qui rendent le texte accessible à tous. Et qui plus est, il est aussi également très bien illustré par l'agence Costume 3 pièces. Donc ça en fait un bel objet. Cyril Dion encourage vraiment les générations futures à croire en un monde meilleur, à croire en ses rêves. Et enfin, tu vas nous présenter le Musée des Merveilles. Oui, que vous pouvez retrouver actuellement au cinéma. Donc, il s'agit d'un roman de Brian Selznick qui raconte 2 histoires parallèles à 2 époques différentes. La première, c'est celle de Ben en 1977. C'est un petit garçon qui est sourd d'une oreille, orphelin de mère et qui n'a jamais connu son père. Donc un soir, lorsqu'il se trouve dans la maison de sa maman, il découvre dans un placard un petit livre sur les musées et une dédicace adressée à un certain Danny, ainsi qu'un marque-page avec une adresse à New York. Immédiatement, Ben est persuadé que ce Danny, c'est son père. Il décide donc de partir à sa recherche à New York. La seconde histoire, c'est celle de Rose. Elle se déroule en 1927. Et Rose voue un culte à une actrice new-yorkaise. Elle décide de fuguer pour aller la voir jouer sur scène. Les 2 histoires se mêlent et la particularité de ce roman, c'est que l'histoire de Ben est racontée en mots, tandis que l'histoire de Rose est illustrée. C'est vraiment une lecture très intéressante et surtout les illustrations sont vraiment magnifiques. D'accord. Merci beaucoup Nolwenn pour ces 3 conseils qui donnent très envie. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve le mois prochain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes et de très belles lectures.